Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Milek Agbokou. Bienvenue dans ce journal, voici les titres. Le Togo a vécu la grève générale illimitée il y a de cela 30 ans jour pour jour. Quels souvenirs pour les Togolais, vous allez les écouter dans ce journal. Triste constat dans certains centres de santé, le mauvais accueil réservé à certaines catégories de patients, les femmes enceintes en situation de handicap, on en parle. 16 novembre, journée internationale de tolérance, retour sur l'ouvrage de l'enseignant-chercheur auteur du livre intitulé « Togo, processus de réconciliation de l'Union nationale à l'épreuve des préjugés ». Dr Efalou Wiao invite les Togolais à oublier les préjugés coloniaux, à suivre dans ce journal. Sport, début ce mercredi de la D2 Lonato sur toute l'étendue du territoire national. Cette première journée prendra fin demain. radiolomé.tg. Bonjour à tous, bienvenue dans Togo Info Midi. 16 novembre 1992, 16 novembre 2022, la grève générale illimitée fait 30 ans aujourd'hui même. Quels souvenirs les Togolais ont-ils de cette grève? Voici des points de vue dans ce micro-trottoir. Une histoire désagréable, on a connu beaucoup de décès, beaucoup de souffrances. Les innocents sont morts, puis la population aussi ne connaissait pas encore ce qu'on appelle la grève générale illimitée. Tout ça, c'était vraiment une histoire très désagréable. Un souvenir vraiment qui nous marque beaucoup. Ce temps-là, j'avais presque 3 ans, 10 ans, mais mon papa m'avait raconté qu'à ce temps, il y avait la famine. Et même au village là, il y avait un grand frère qui était mince. On faisait manger le noix de palme là. Il disait vraiment qu'il y avait des gens qui ont quitté Lomé à pied pour venir au village. Et il y avait des souffrances, des maladies aussi, il y avait des décès aussi. C'est pas facile dans la classe. On ne sait pas ce qu'on va faire. On entendait des bruits venant de Lomé, que Lomé, ça ne va pas. Il y a des choses qui vont mal là-bas. Et il y avait beaucoup de décès. Il y a aussi le manque d'emploi pour nos papas en ce moment. Et il y a aussi la famine. Les gens quittaient la ville pour aller se réfugier dans des villages aussi. Le souvenir est amer parce que ce que nous avons voulu avant de faire la grève, on ne l'a pas obtenu. Ça a vraiment déstabilisé toute une année scolaire. Maman m'a raconté que c'est à cause de cette grève qu'ils sont partis au Ghana et c'est au Ghana que j'étais né. Souvenirs amers, nous ont-ils dit. Rencontre hier à la primature entre les membres du gouvernement et les investisseurs. Ces échanges ont porté sur les atouts du Togo en matière d'investissement. Une réunion présidée par Madame le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe, compte rendu par Com Johnson. Il a été question de présenter à ces différents investisseurs ce qui se fait au Togo, notamment dans le domaine du climat des affaires, afin de les amener à investir dans notre pays. Kaïm Ividor, ministre de la promotion de l'investissement. Ce sont des grands noms à l'international qui sont en train de rechercher des sites. Donc pour nous, c'était important de les rencontrer. Donc il y a une première rencontre où on a eu à leur parler de tout ce qui se fait au Togo, notamment en termes de climat des affaires, en termes de renforcement des infrastructures au niveau de l'énergie, au niveau des télécoms et au niveau même des dispositifs d'accueil. Donc on leur a parlé également de la plateforme industrielle Aditi-Copé, qui est aujourd'hui une plateforme dans un des secteurs cibles est la chaîne de valeur du textile. Donc demain, ils auront l'opportunité de voir sur le terrain ce qu'on leur a dit. Les investisseurs ont eu à poser certaines préoccupations qui ont trouvé satisfaction, notamment en matière des ODD, Objectifs de développement durable. Retrouvons Kaï Mivedor. Ils ont eu également à partager avec nous aujourd'hui les préoccupations au niveau mondial dans le domaine du textile. Les préoccupations, c'est quoi? C'est tout ce qui est énergie renouvelable, durabilité, traitement des déchets. On sait que l'industrie textile, c'est une industrie également qui est très polluante. Donc, ils sont très à cheval sur ça parce que
que pour eux, choisir le Togo, c'est choisir également d'associer leur nom avec une destination qui met également un accent particulier sur tous ces aspects-là. Ils ont été agréablement séduits parce qu'ils ont retrouvé dans ce que nous leur proposons, dans la proposition de valeur du Togo, ils ont retrouvé des éléments qui sont importants pour eux. Étaient présents à cette rencontre plusieurs ministres. Pas comme Johnson quitte Madame le Premier ministre pour les dames du grand marché de Lomé, suite du dossier donc sur les Nana Benz. Elles peuvent être considérées comme figures de proue dans le commerce des pagnes, tissus wax, hollandais dans la sous-région ouest-africaine et au-delà. Et bien qu'elles détiennent une partie de l'économie togolaise, elles sont confrontées à des difficultés. Que deviennent-elles? Quelle est leur contribution au développement de l'économie togolaise? Des réponses dans ce magazine de Geneviève Pognon. Elles étaient au premier plan en ce qui concerne le commerce des pagnoirs hollandais au Togo. Les Nana Benz ont marqué leur époque avec leur contribution au développement de l'économie togolaise. Koevi Ayoko Liliane, elle-même commerçante de was hollandais, est fille de Nana Benz. Quand on a commencé le conseil de l'entente, et ça faisait à peine quelques années que Feu et Adema étaient au pouvoir, comme elles sont des mères, elles avaient un amour particulier pour ce chef de l'État. Elles se vouaient à toutes ces doléances. Nos mères leur passaient la voiture. S'il fallait cotiser pour faire de grands repas au président qui venait, elles étaient aptes à tout faire. Et on peut dire que les Nana Benz ont été des éclaireuses pour le Togo parce que les Nana Benz ont profité du fruit de leur commerce pour envoyer beaucoup de leurs enfants en Europe. Déjà dès les années 1965, nos frères partaient déjà en Europe. C'est comme ça que nos mères ont fait partie, nos aînés, nos frères. Ce qui fait que tous ceux qui sont partis à cette époque sont revenus, sont des grands maintenant à Lomé, des ministres et autres. Cependant, la gloire de ces femmes d'affaires riches n'a duré quelques décennies à cause de la dévaluation du franc CFA, de la concurrence des was chinois qui ont envahi le marché et récemment les incendies des grands marchés. Ces défis ont secoué le commerce florissant des Nana Benz, retrouvant Koevi Ayoko Liliane. Les Nana Benz, elles ont tiré leur révérence parce que moi je suis fille de Nana Benz. De Nana Benz, il n'en reste plus que 2 ou 3. Madame de Décrépit, Madame Lawson Marguerite et ça sera tout. À l'époque, quand moi j'ai commencé en 1980, il n'y avait pas de difficulté. Et puis concernant les taxes d'aujourd'hui, OTR, on était vraiment relax. On était sans souci parce que moi-même pour commencer le marché, c'était pas une joie pour moi. Avant, je disais que ce sont les tarés qui restaient au marché. Mais quand j'ai commencé le marché, 1 an, 2 ans, je me dis mais c'est trop bon ça. Ce qui fait qu'on n'avait pas de soucis. Ça passait comme une lettre à la poste. C'est après la grève et après la première dévaluation et autres que les taxes ont commencé, OTR, nos mères ont commencé à avoir des soucis. Ouais, maintenant, avec l'incendie du marché, on nous a cassé les jambes. Et on attend le futur, ce que ça va nous donner. L'historien Haluru Mama donne des raisons qui expliquent la chute des Nana Benz. Après l'indépendance, elles ont continué le commerce, mais il faut dire que ces dernières années, il n'y a pas eu de relève. C'est-à-dire que leurs descendance n'ont pas le niveau qu'elles avaient dans le temps. Donc la relève n'a pas été très bien assumée pour plusieurs raisons, parce que le marché n'était pas ces dernières années assez florissant comme il était dans le temps. Donc il y a eu la naissance de tout pôle de vente de paille dans la sous-région qui a fait que Lomé n'est plus une référence en tant que telle comme Lomé l'était dans le temps. Et puis il y a aussi les endettements. Si elles ont été affaiblies par ces difficultés, les Nana Benz n'ont pas disparu totalement. Elles ont même transmis leur savoir-faire à leurs descendantes, appelées les nanettes, cette nouvelle génération de femmes d'affaires qui perdure la tradition. Nous restons dans le commerce. Le gaz naturel est distribué par citerne ou par bouteille pour des besoins domestiques et nécessite un tuyau pour l'usage. Et comment savoir les dates de péremption des tuyaux, des bouteilles de gaz? Élément de réponse dans ce magazine de Théo Akponou, présentation Edmond Soba. Il est vital de vérifier le bon état des tuyaux de gaz, les remplacer s'ils présentent des traces de vieillissement ou autre état pouvant provoquer une fuite. Il faut également contrôler la date de péremption de ces tuyaux. Douti Milib est gérant dans une agence de distribution de gaz à Agoué. Il nous donne des précisions. C'est pas conseillé d'utiliser un câble jusqu'à 10 ans. 5 ans même c'est trop. Trop, 2 ou 3 ans, il faut changer. Et si vous êtes prudent aussi, à chaque fois, il faut
appuyer sur le tuyau pour voir si c'est pas dur. Si c'est dur, c'est que c'est périmé ça. Pour constater si vraiment il y a fuite à la maison, vous allez voir au niveau des anneaux, des embouts, des tendeurs qu'on a branchés sur la bouteille, vous allez voir que ça suit. Il y a de l'eau qui sort et c'est le gaz et c'est fuite comme ça. Vous changez le tuyau en même temps. Ne conservons pas longtemps les bouteilles de gaz au domicile, échangeons-les plus souvent au niveau des points de vente et bénéficions ainsi de la régularité des contrôles et entretiens pour la sécurité. Bédéléé Arafat, gérant d'un point de vente. Le problème au niveau des bouteilles, c'est au niveau des têtes. Surtout les grandes bouteilles, il arrive à un moment donné, tu peux fermer la bouteille, mais ça va continuer à sortir. Donc dans ces cas, si tu veux toujours ta même bouteille, dans ces cas, toi-même, tu changes la bouteille et tu changes la tête. Au cas contraire, tu amènes dans les dépôts, tu prends une autre bouteille, comme ça la société même va changer la tête de la bouteille. Pour éviter les risques et incendies, demandons toujours conseil chez un professionnel en la matière. Il y va pour notre sécurité. Quittons le domaine commercial pour la Maison du Savoir. La 3e édition du colloque international littéraire EPEV vient de se reformer ce mercredi à l'université de Lomé après 3 jours de débat. Le thème central de ces échanges interrégionaux a été l'intégration, la libre circulation des personnes et des biens et les défis contemporains de paix durable dans l'espace CEDEAO. Alice Bertz Barandao. La rencontre initiée par le laboratoire, je disais donc que la rencontre initiée par le laboratoire de recherche en langue, littérature, culture et civilisation anglophone a permis au monde universitaire des pays de la CEDEAO, les ministères et institutions œuvrant dans les frontières d'étudier les défis contemporains afin de proposer d'éventuelles solutions en vue d'une paix durable dans la sous-région. Pewesi Atefei, président du laboratoire. Les défis ne sont plus à démontrer. Nous avons le radicalisme, l'extrémisme violent, nous avons le terrorisme. Et nous nous sommes dit que les universitaires et les non-universitaires devraient se mettre ensemble pour réfléchir sur ces problèmes, pour que de leur apport pluriel, on puisse vraiment trouver des solutions aux défis qui se posent à nous aujourd'hui. L'objectif, c'est de comprendre qu'en matière de paix, il n'y a pas laissé une catégorie de personnes derrière. Dès lors qu'on est humain, on peut contribuer à l'édification de la paix. Chaque citoyen a un devoir en lien avec la paix durable. Plusieurs thématiques ont été abordées durant les 3 jours en 2 phases présentielles et en visioconférence, à savoir la place de l'enseignement supérieur dans la consolidation de la paix en Afrique, l'horreur du terrorisme, les défis contemporains de paix durable dans l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, les défis des barrières à la libre circulation des personnes et des biens et des échanges commerciaux dans l'espace CEDEAO. Kwenzi Toyi, inspecteur à la CEDEAO. Beaucoup de citoyens en Afrique de l'Ouest ont pris l'habitude de se déplacer sans pièce d'identité. Dans le contexte de la sécurité régionale actuelle qui est vraiment mise en difficulté, nous disons que les citoyens de la CEDEAO doivent prendre la bonne habitude de se munir des pièces et de justifier de leur présence sur le territoire afin de faciliter le service des forces de l'ordre. Au-delà de la mobilité des personnes, nous avons également les cas de difficultés liés à la libre circulation des marchandises. Donc notre souhait, c'est de renforcer les investissements dans la transformation des produits de base des matières premières locales afin de créer des chaînes de valeur et de créer des emplois pour notre jeunesse, et ainsi les populations toucheront du doigt le bénéfice de l'intégration de la CEDEAO. Entre autres solutions devant ramener la quiétude au sein des communautés, l'OTR a instauré des numéros verts pour une facile circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Kwame Obusu, représentant institution formation fiscale et douanière. Dans ces actions, l'OTR œuvre à ce qu'il n'y ait pas de perte de temps pour les contribuables et donc qu'il n'y ait pas aussi de coûts supplémentaires sur les formalités de dédouanement à part ce qui est réglementairement reconnu. Si vous voulez avoir des renseignements sur l'OTR et tout ce que l'OTR fait, vous appelez le 8201.
comme numéro vert. Mais si vous voulez dénoncer un cas de corruption en passant aux frontières, un douanier vous a extirpé de l'argent ou vous avez été témoin d'un cas de corruption ou autre, vous utilisez le numéro vert 82-80 pour dénoncer tout cas suspect de corruption ou de malversation constaté par un contribuable. Ah oui, la paix n'est pas un mot. Qui veut la paix accepte la tolérance. Les Nations Unies ont institué la Journée internationale de la tolérance chaque 16 novembre. Expliquons la tolérance par le fait que les peuples se caractérisent naturellement par leur diversité et seule cette tolérance peut assurer la survie des communautés mixtes dans chaque région du globe. Au Togo, il y a bientôt un an, Dr Efalou Yao, historien, journaliste, enseignant, chercheur et premier rapporteur du HCRON, a dédicacé un livre appelant à la tolérance. Le livre est intitulé « Togo, processus de réconciliation et d'union nationale à l'épreuve des préjugés ». Dans cet ouvrage, l'auteur invite les Togolais à oublier les préjugés coloniaux. Je peux dire qu'il faut qu'on cesse de continuer de se prévaloir des anciens attributs que le blanc nous a conférés. Il faut que les Guinéens cessent de croire que derrière eux, le peuple Ouachi n'est qu'un peuple de brousse parce que le blanc l'a écrit. Il faut que le peuple Tem cesse de croire qu'il est le peuple le plus évolué de ce qui était avant-hier le siècle de Sokodé. Il faut que les peuples du Nord se disent que tous les peuples du Sud ne sont pas des peuples qui sont des roublards. Parce que le blanc est arrivé à mettre dans la tête des populations du Nord que quand tu es avec un douanier du Sud, il faut toujours être méfiant parce que ce sont des mesquins, ce sont des roublards, ce sont des gens qui sont des spécialistes de volte-face. Il peut tout de suite manger avec toi sur une table et tout de suite, s'il trouve un intérêt ailleurs, il peut te lâcher. Et ils ont mis ça dans les têtes des populations du Nord. À tel point que quand un homme du Nord est avec un homme du Sud, il se dit que celui-ci-là, est-ce qu'il n'est pas en train de me taper derrière le dos? Il faut que nous cessions de croire que, par exemple, dans la région des plateaux, comme l'avait écrit le blanc, que les Akoso sont encore le peuple le plus intelligent. Et il y a des moments où les Akoso se prévalent de ces attributs historiques. Il faut que les Guinéens oublient que la civilisation, telle qu'elle était venue, continue de venir par la mer et qui détiennent eux seuls la clé de la civilisation occidentale comme ce fut au XVIIIe siècle. Il faut qu'on sache que en 60 ans d'indépendance, nos dirigeants ont fait beaucoup de choses et qui ont changé un peu la physionomie des Togolais. La tolérance est partout, même dans les centres de santé. Le premier remède qu'un agent de santé se doit d'offrir à un patient est son sourire et son bon accueil, mais un triste constat. Le mauvais accueil réservé à certaines catégories de patients, parmi ceux-ci les femmes handicapées physiques des membres. Comment cette intolérance est-elle vécue par ces patientes, surtout lors des accouchements? 2 femmes handicapées mères témoignent dans ce magazine. Signature Yao Kamake. Des injures par-ci, de l'indifférence par-là, c'est la réalité schématisée de ce que les femmes handicapées physiques, surtout des membres inférieurs, subissent dans les dispensaires et hôpitaux. Dame Aignon, mère de 2 enfants, se rappelle cette indélicatesse des sages-femmes à son égard au centre de santé de Kougandji, un quartier périphérique de la ville de Kpalimé, avec des menaces d'évacuation. Lors de mon accouchement, la sage-femme, elle m'embête parce que l'enfant ne sort pas vite. Elle commence par m'insulter en disant que elle peut m'envoyer à l'hôpital CHU Kpalimé. Une telle situation inconfortable, Dame Florence l'a aussi vécu depuis son village Khaningbatoji à environ 12 km de Kpalimé où elle devait finalement accoucher par césarienne. Quand je suis tombée enceinte, c'est dans mon village que j'allais en consultation prénatale à Khaningbatoji. Le traitement n'était pas ce qu'il fallait. Et comme je n'avais pas un grand bassin, on m'a envoyé à l'hôpital de Kpalimé où j'ai dû accoucher. Et là encore, avec tous les mauvais traitements subis,
à cause de mon handicap. Mère aujourd'hui de 4 enfants, Florence regrette le manque de respect dont elle a fait l'objet durant ces périodes de grossesse et d'accouchement. Je dois l'avouer, tous mes enfants que j'ai mis au monde l'ont été par césarienne. Mais de grâce, cela n'a pas été facile. J'ai été obligée de m'installer finalement à Kpalimé car à chaque accouchement, je devais subir une opération. À cause de mon handicap, de ma pauvreté, les sages-femmes ne m'accordent aucune importance. Ce phénomène est récurrent et très déplorable dans beaucoup de centres de santé, qu'ils soient publics ou privés. Tolérance, les agents de santé qui se comportent ainsi doivent revoir leur comportement. Ils vont revoir leur copie, la santé. Votre santé nous préoccupe. Écho toujours de la Journée mondiale de lutte contre le diabète célébrée le 14 novembre dernier. La rubrique Santé Plus réveille notre conscience sur les différents signes qui peuvent alerter sur le diabète. Dr Samuel Mawara, médecin spécialiste de la prévention des maladies non transmissibles, il est au micro de Alice Bertz Barandao. Les signes du diabète, il faut noter qu'on a une polyurie. Cela dit que quoi? Que nous avons des mictions qui sont très fréquentes. La personne urine rapidement, à chaque fois qu'il a envie d'uriner. Et souvent, ce sont des mictions fréquentes nocturnes, des polyuries nocturnes. Nous avons un amaigrissement. Et cet amaigrissement, la personne mange bien, mais la personne ne grossit pas. Donc, la personne a faim rapidement, mais la personne mange et ne grossit pas. Nous avons aussi une vision floue, des visions floues. D'accord? Il faut noter aussi que cette polyurie dont je vais parler tout de suite, c'est-à-dire que le fait de uriner rapidement, fréquemment plutôt je dirais, est associé aussi à une polydipsie, c'est-à-dire que la personne a une soif excessive. Il faut noter aussi qu'il y a des blessures ou des infections qui sont récurrentes et la cicatrisation est très lente. Pour éviter donc le diabète, allons nous faire dépister à temps pour éviter ces déboires. 14 clubs en poule unique prennent le top départ ce mercredi pour le compte de la saison 2022-2023 du championnat national D2 Lonato. Tous vont devoir rivaliser d'ardeur afin d'accrocher l'une des 2 places qualificatives pour la première division en fin de championnat et la bataille s'annonce déjà rude cet après-midi entre Agaza, les Verts de Tokoin et Maranatha, les messagers de Fiokpo qui se défient pour le compte de la première journée. 14 clubs réunis en poule unique prennent le top départ ce mercredi pour le compte de la saison 2022-2023 du championnat national de 2e division. Tous vont devoir rivaliser d'ardeur afin d'accrocher l'une des 2 places qualificatives pour la première division en fin de championnat. Et la bataille s'annonce déjà rude cet après-midi entre Agaza, les Verts de Tokoin, et Maranatha, les Maranatha messagers de Fiokpo, qui n'oublieront pas sûrement leur testament cet après-midi pour y défier Agaza Omnisport de Lomé-Sibulasson. Scorpion noir de Tokoin contre messager de Fiokpo, une explication aux issues incertaines pour un premier acte de la D2 nationale. Agaza de Lomé, qui tente vaille que vaille de retrouver l'élite, va devoir sortir le grand jeu face à une équipe de Maranatha de Fiokpo qui n'a sûrement pas envie de s'éterniser en D2. La rencontre est prévue sur le terrain de Bossimé ce mercredi. 4 autres matchs sont programmés pour cet après-midi. Coiffé sur le fil pour une montée dans l'élite à l'issue de la saison dernière, Étoile filante de Lomé affiche de nouveau ses intentions. Les Shooting Stars sont à l'épreuve en déplacement à Kara d'une autre équipe qui ne voudra aussi rien lâcher, Zumbe de Mango. Au municipal de Sokodé, rencontre explosive en perspective entre les Verts de Tchamba, Koroki Metete et la Jeunesse Club d'Aguanivé, JCA. Les porcs épiques de la vie Kotoko, après leur billet aller-retour dans l'élite, vont devoir se surpasser en déplacement à Tabligbo face aux chameaux de la localité Arabia. C'est le municipal d'Atakwame qui accueille la dernière rencontre du jour entre le fraîchement relégué Ifodje d'Atakwame et Fouadan de Dapaon. Demain jeudi, CDF Aknour de Bafilo joue Agua de Kusuntu et Fukpa de Sotobois affronte Bikenti de Bassar. Tous les matchs se disputent à 15h. La D2 nationale 2022-2023, c'est 14 clubs pour 26 journées et un total de 182 matchs. À la fin de la saison, le champion et son vice seront qualifiés pour la première division et les 2 derniers seront relégués en D3.
Coupe CAF, l'ASCO du Togo va encore attendre avant de connaître ses adversaires de la phase de groupe. Initialement prévu pour ce mercredi, le tirage au sort est reporté à une date ultérieure. C'est ce qu'a indiqué la Confédération africaine de football sans donner les raisons de ce report. C'est la première fois que le club de la COSA va jouer cette étape de la compétition. Point final à ce midi 30. Merci de l'avoir suivi. Je suis Milakak Boku au micro. Retenez que l'esprit de tolérance est l'art d'être heureux en compagnie des autres. Bon après-midi à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radio Lomé.tg